1834. La colonie du Cap suffoque sous l'administration britannique. Depuis 20 ans, Londres impose ses lois aux descendants de colons hollandais et huguenots français installés là depuis le XVIIe siècle. Ces fermiers, qu'on appelle les Boers, ont construit leur vie dans ces terres africaines. Mais tout bascule quand les Britanniques abolissent l'esclavage sans compensation juste. Le gouvernement refuse aussi de protéger les fermes isolées contre les raids incessants. Pour ces hommes rudes qui ont défriché le Veld à la sueur de leur front, c'est intolérable. La décision tombe. 20 000 personnes vont partir. Ce sera le Grand Trek, l'une des plus grandes migrations de l'histoire africaine. Des convois interminables de chars à bœufs s'ébranlent vers l'inconnu. Louis Trichardt, Hendrik Potgieter, Gert Maritz et Pieter Tief mènent ces colonnes de Voortrekkers, littéralement ceux qui avancent. Retief, fermier prospère de 58 ans, rédige un manifeste publié dans le Grahamstown Journal le 2 février 1837. Il y explique leurs griefs et leurs rêves, fonder une république libre, loin de la tutelle britannique. Le voyage est un enfer. Les chariots avancent de quelques kilomètres par jour sur des terrains où aucune route n'existe. Les lions rôdent la nuit autour des campements. La malaria tue les enfants. Mais rien n'arrête ces familles déterminées. En octobre 1837, plusieurs groupes atteignent les montagnes du Drakensberg. Ces pics de 3000 mètres semblent infranchissables. Les Boers démontent leurs chariots, les transportent pièce par pièce sur leur dos, descendent avec des cordes dans des ravins vertigineux. Après des semaines d'efforts surhumains, ils émergent de l'autre côté. Le Natal s'étend devant eux. Des plaines verdoyantes, des rivières poissonneuses, un climat tempéré. Le paradis terrestre. Un seul problème, cette région appartient au royaume zoulou et son roi ne partage pas volontiers. Dangan Kassenzanga Kona règne depuis 10 ans quand les premiers chariots Boers apparaissent. En 1828, il a probablement assassiné son demi-frère Shaka pour s'emparer du trône. Shaka avait été un génie militaire. En 20 ans, il avait transformé une tribu insignifiante en empire dominant toute la région. Il avait créé une armée professionnelle de 40 000 guerriers organisés en régiments permanents. Sa tactique? La formation en tête de buffle avec des cornes pour encercler et une poitrine pour écraser avait pulvérisé tous ses adversaires. Mais Shaka était devenu fou. Après la mort de sa mère en 1827, il avait ordonné un deuil national démentiel, interdiction de cultiver pendant 1 an, exécution de milliers de personnes accusées de pleurer insuffisamment. Dangan et un autre frère l'avaient poignardé dans son crâne. Le nouveau roi héritait d'un empire puissant mais fragilisé. Le Memphekane, cette période de guerre totale lancée par Shaka, avait dépeuplé des régions entières. Le royaume comptait encore 500 000 habitants, mais les ressources s'épuisaient. Dangan n'avait pas le génie militaire de Shaka. Il compensait par la cruauté et la ruse. Sa capitale, Mgungunlovu, témoignait de son règne de terreur. Les collines environnantes servaient de fosses communes à ciel ouvert. Quiconque déplaisait au roi finissait là, son cadavre livré aux vautours. Les exécutions étaient quotidiennes. Un regard déplacé, une rumeur malveillante, un soupçon de trahison suffisaient. Les guerriers eux-mêmes vivaient dans la peur constante. Les impies zoulous restaient néanmoins redoutables. Chaque guerrier s'entraînait depuis l'enfance. À 15 ans, il intégrait un régiment et vivait dans des casernes. Le mariage lui était interdit jusqu'à ce que le roi l'autorise, généralement vers 40 ans. Cette armée de célibataires n'avait qu'une raison d'être, combattre. Ils parcouraient 50 km par jour en courant. Leurs saguets, des lances courtes pour le corps à corps, et leurs boucliers en peau de vache, faisaient d'eux des machines à tuer au contact. Face à d'autres tribus armées de la même façon, ils étaient invincibles, mais des rapports inquiétants parvenaient à Dingaan. Ces Boers qui traversaient le Drakensberg n'étaient pas des guerriers ordinaires. Ils possédaient des armes à feu. Pire, ils venaient de chasser Mzilikazi, un chef puissant de tout le Transvaal. Mzilikazi avait fui vers le nord avec les restes de son peuple. Si les Voortrekkers avaient vaincu Mzilikazi, que pourraient-ils faire au royaume zoulou? Novembre 1837. Pieter Tief envoie une lettre à Dingaan. Il veut négocier, pas conquérir, négocier. Les Boers cherchent juste des terres pour s'installer paisiblement. Ils ne veulent pas de guerre. Dingaan reçoit les émissaires avec courtoisie. Il semble ouvert à un arrangement. Mais il pose une condition. Retief doit d'abord lui prouver sa bonne foi. Un chef rival nommé Sekonyela a volé du bétail au royaume zoulou. Si Retief récupère ce bétail, Dingaan considérera sa demande. C'est un test. Le roi veut voir si ces blancs barbus sont aussi dangereux qu'on le dit.
Retief relève le défi. En décembre 1837, il localise Sekoniela dans les montagnes du Drakensberg. Grâce à un stratagème, il capture le chef et récupère la majeure partie du troupeau volé, plus des armes à feu. Mission accomplie. Retief retourne triomphant au Natal, convaincu d'avoir gagné la confiance de Dingaan. Erreur fatale. En réalité, Dingaan a maintenant la certitude que les Boers représentent une menace mortelle. Ils ont capturé Sekoniela sans combattre, récupéré le bétail et les armes. Ces hommes sont dangereux. De plus, des espions rapportent que les chariots Boers encerclent progressivement Mgungundlovu. Reconnaissance militaire. Préparation d'une attaque. Le roi Zoulou décide d'agir en premier. Le 4 février 1838, un traité est rédigé. Jan Gerritz Bantje, secrétaire de Retief, couche sur le papier l'accord. Les terres entre la Tugela et Port St. John's reviennent aux Voortrekkers. Le 6 février, Dingaan appose sa marque sur le document. Des témoins signent des deux côtés. Pour célébrer, le roi organise une grande fête. Il invite Retief et sa délégation à son kraal. 70 hommes accompagnent Retief, dont son fils. Selon la tradition zoulou, on ne porte pas d'armes dans le kraal royal. Les Boers acceptent. Grave erreur. Ils se désarment complètement. Pas un fusil, pas un couteau. Mgungundlovu, l'accueil est chaleureux. Des centaines de guerriers exécutent des danses martiales spectaculaires. Les boucliers claquent en rythme. Les chants résonnent. On boit de la bière de sorgho. L'atmosphère est festive. Puis Dingaan se lève d'un bond. Il hurle « Boulalani à Batakati ! Tu es des sorciers !» C'est le signal. Ces guerriers se jettent sur les Boers stupéfaits. Les hommes de Retief tentent de résister à main nue. Inutile. Les Zoulous les maîtrisent et les traînent hors du kraal. Direction, la colline Kwa-Matiwan, le lieu des exécutions. Là-haut, le massacre commence méthodiquement. Les guerriers tuent les prisonniers un par un à coups de massue et de pierre. Pas de lame. Verser le sang royal sur le sol du kraal porterait malheur. Retief doit regarder. On l'oblige à assister au meurtre de son fils, de tous ses compagnons. Les hurlements résonnent dans la vallée. Quand le dernier homme s'effondre, c'est son tour. Les guerriers l'abattent, lui arrachent le cœur et le foie selon la coutume zoulou. Ses organes, enveloppés dans un tissu, sont déposés sur le chemin menant au camp Boer. Un message moins 100 personnes meurent ce jour-là. 70 Boers et 30 serviteurs métis et noirs. Leurs corps restent exposés aux vautours. Pendant des semaines, les charognards vont se repaître de cette chair. Dingaan a envoyé son avertissement. Maintenant, il va achever le travail. Les impies se mettent en marche. Des milliers de guerriers convergent vers les campements Boer. Dingaan a donné l'ordre. Exterminer tous les blancs du Natal. Les Voortrekkers, dispersés sur des kilomètres, ne savent rien du massacre de Retief. Ils attendent son retour, confiants dans le succès des négociations. L'aube du 17 février 1838. Brouillard sur les campements de Blaukrans et Bosmansprui. Les familles dorment. Soudain, des cris de guerre déchirent le silence. Les guerriers zoulous émergent de la brume, saguets brandis. C'est la panique. Les hommes cherchent frénétiquement leurs fusils. Trop tard, les Zoulous sont déjà dans le camp. Le massacre est total. Les guerriers ne font aucune distinction entre combattants, femmes et enfants. Ils tuent, empalent, démembrent. Les chariots, éparpillés sans ordre, ne forment aucune défense cohérente. Les familles fuient dans toutes les directions. Beaucoup sont rattrapés et massacrés. 280 Boers et 200 métis périssent. Des bébés sont arrachés aux bras de leur mère et fracassés contre les roues des chariots. Des femmes sont violées avant d'être tuées. C'est Winen, la ville des pleurs. Quelques survivants parviennent à s'échapper. Ils galopent jusqu'à d'autres campements pour donner l'alarme. La nouvelle se répand. Retief est mort. Les impies attaquent partout. Les Zoulous vont tous les exterminer. Le grand trek sombre dans le chaos. Certains veulent fuir vers la colonie du Cap. D'autres parlent de vengeance. Mais comment venger les morts quand on n'a pas de chef? Piethuis et Hendrik Potgieter tentent de rassembler les Voortrekkers. Le 6 avril 1838, ils mènent 347 cavaliers contre les impies. La bataille d'Italénie tourne au désastre. Les Boers indisciplinés attaquent sans coordination. Les Zoulous les encerclent et les écrasent. Huis meurt avec son fils. Des dizaines de cavaliers périssent. Les survivants battent en retraite dans la confusion. Gert Maritz, autre leader des Voortrekkers, succombe à la maladie en septembre. Potgieter, démoralisé, abandonne le Natal. Il remonte vers le Transvaal avec ses partisans. Les Voortrekkers semblent condamnés. Les familles, terrorisées, se regroupent dans des campements fortifiés. Elles attendent la mort.
Dingaan a gagné. Novembre 1838. Un convoi arrive de la colonie du Cap. À sa tête, Andris Praetorius, fermier de 48 ans, originaire de Graaf-Reinet. Cet homme impose le respect. Grand, barbu, le regard dur, il a l'allure d'un chef. Plus important, il sait se battre. Il a participé à des commandos contre les Xhosas. Il comprend la guerre en Afrique. Les Voortrekkers démoralisés le voient comme leur dernier espoir. Le 26 novembre, lors d'une assemblée, ils l'élisent commandant général. Praetorius accepte à une condition, obéissance totale. Fini l'indiscipline qui a tué Huis à Italeni. Ses ordres seront suivis sans discussion. Les hommes acceptent. 464 d'entre eux s'engagent dans son commando. 64 chariots transporteront les provisions. 200 serviteurs métis et noirs accompagneront l'expédition. Objectif, venger Retief et briser Dingaan. Praetorius analyse les échecs précédents. Potgieter et Huis ont tenté de pénétrer au cœur du Zululand. Erreur. Là-bas, le terrain avantage l'ennemi. Impossible de former un lager défensif dans les collines et les ravins. Les Zoulous peuvent attaquer de partout. Non, il faut inverser la situation. Attirer les impies là où on les veut. Sur un terrain plat, dégagé, où les chariots peuvent former une forteresse mobile. Mais avant la stratégie, Praetorius doit résoudre un problème plus profond, le moral. Ces fermiers ont vu leur famille massacrée. Ils sont terrifiés par les guerriers Zoulous. Pour vaincre, ils doivent croire qu'ils peuvent gagner. Praetorius trouve la solution dans la foi. Il consulte Sarel Cilliers, ancien de l'église réformée hollandaise. Cilliers est d'origine huguenote française. Ses ancêtres venaient de la région d'Orléans. C'est le leader spirituel des Voortrekkers. Ses sermons tirés de l'Ancien Testament électrisent les hommes. Il compare les Boers aux Israélites cherchant la terre promise. Il parle de Josué écrasant les Cananéens avec l'aide de Dieu. Les Voortrekkers boivent ces paroles. Ils veulent croire qu'ils sont le peuple élu. Praetorius propose un pacte avec Dieu. S'ils gagnent, ils honoreront le jour de la victoire pour toujours. Ils construiront une église. Ils enseigneront à leurs enfants que Dieu les a sauvés. Cilliers accepte de porter ce vœu devant les hommes. Le 9 décembre 1838, près de la rivière Wasbank, le commando se rassemble. Cilliers monte sur un affût de canon. Sa voix porte dans le silence du soir. Mes frères et compatriotes, nous nous tenons devant le Dieu saint du ciel et de la terre pour faire une promesse solennelle. Si le Seigneur nous protège et livre nos ennemis entre nos mains, nous ferons de ce jour un sabbat sacré. Nous bâtirons une maison pour honorer son nom. Nous instruirons nos enfants de génération en génération pour qu'ils se souviennent de sa miséricorde. Les hommes s'agenouillent. Certains pleurent, tous jurent. Ce n'est pas un serment lancé à la légère. Dans leur théologie protestante influencée par Wilhelmus à Brakel, un vœu à Dieu est sacré, irrévocable. Ils viennent de lier leur destinée à cette promesse. Chaque soir jusqu'au 15 décembre, ils répéteront ce vœu lors des prières. Cette conviction commune les soude comme rien d'autre ne pourrait le faire. Le convoi s'ébranle. Direction, le cœur du Zululand. Praetorius avance prudemment. Des éclaireurs fouillent le terrain devant les chariots. On ne dort jamais sans sentinelle. Les femmes et les enfants restent au centre du convoi, protégés. Chaque nuit, les chariots forment un lager temporaire. Discipline de fer, le 6 décembre, le commando rencontre des Zoulous à Danskral. Pas des ennemis, des alliés. Mpande, demi-frère de Dingaan, complote contre le roi. Il envoie des informateurs aux Boers. Ces hommes fournissent des renseignements précieux sur les mouvements des impies. Dingaan rassemble ses forces. Il prépare une attaque massive. Parfait. C'est exactement ce que veut Praetorius. Le 15 décembre, le convoi traverse la Buffalo. 80 km séparent le commando de Mgungundlovu. Une patrouille revient avec des nouvelles. Concentration massive de guerriers zoulous dans un terrain accidenté. Praetorius comprend immédiatement. Dingaan veut l'attirer dans un piège, là où les chariots ne pourront pas se défendre efficacement. Il refuse le combat. Au lieu de cela, il cherche son propre terrain. Il le trouve sur les rives de la rivière Nakom. L'endroit est parfait. D'un côté, un fossé de 8 mètres plonge vers un bassin profond habité par des hippopotames. Cette falaise naturelle protège tout un flanc du futur lager. Impossible de l'attaquer par là. De l'autre côté, terrain complètement dégagé sur plusieurs centaines de mètres. Aucun couvert. Les Zoulous devront charger à découvert sous le feu des fusils. Dans l'après-midi du 15 décembre, Praetorius ordonne la formation du lager. Les 64 chariots sont disposés en cercle serré. Les roues sont attachées avec des chaînes et des lanières de cuir. Chaque interstice est comblé avec des branches d'acacia épineuses,
impossible de passer sans se lacérer. À l'intérieur, on creuse des tranchées peu profondes où les tireurs pourront s'abriter. Les 4 obusiers sont placés aux points cardinaux, offrant des champs de tir maximaux. Les femmes préparent des centaines de cartouches. Chaque homme possède son fusil personnel, généralement un long fusil à pierre. Certains en ont 2 ou 3. La cadence de tir va être cruciale. On organise des équipes. Un homme tire, un autre recharge. Les enfants, même les plus jeunes, participeront en transportant les munitions. La nuit tombe. Au loin, les feux de camp des impies illuminent les collines. Des milliers de guerriers se préparent. Leurs chants de guerre résonnent dans l'obscurité. Les beurs les entendent distinctement. Ces voix masculines qui s'élèvent et retombent en cadence sont terrifiantes. Les hommes dans le lager prient. Les femmes serrent leurs enfants. Personne ne dort vraiment. Sarel Cillier fait une dernière prière collective. Il rappelle le vœu. Demain, Dieu décidera. Les hommes répondent « Amen », puis ils prennent leur position. Certains vérifient une dernière fois leurs armes. D'autres écrivent des lettres d'adieu à leur famille, au cas où. Le ciel est clair, constellé d'étoiles. Dans quelques heures, il sera rouge de sang. 16 décembre 1838, 4 heures du matin. Les sentinelles donnent l'alerte. Mouvement massif dans l'obscurité. Les Zoulous attaquent avant l'aube pour utiliser la surprise. Prétorius ordonne à tout le monde au poste de combat. Les hommes se positionnent derrière les chariots. Les canonniers vérifient leurs pièces. Les femmes distribuent les munitions. Silence tendu. On n'entend que le cliquetis des armes et les prières murmurées. Le jour se lève lentement. Un brouillard épais enveloppe la vallée. Puis il commence à se dissiper. Ce qui apparaît glace le sang. Une marée humaine déferle vers le lager. Des milliers, des dizaines de milliers de guerriers couvrent la plaine. Ils avancent en formation serrée, boucliers levés. Les régiments portent des couleurs différentes. Boucliers blancs pour les vétérans d'élite, rouges pour les jeunes guerriers, noirs pour d'autres unités. Le sol tremble sous leurs pieds. Ndelela Kassampisi, le général en chef, a déployé 15 000 hommes. Peut-être plus, les estimations varient. Peu importe le nombre exact. Les Zoulous sont au moins 30 fois plus nombreux que les défenseurs. L'attaque suit la tactique classique en tête de buffle. Les cornes, régiment de jeunes guerriers rapides, tentent d'encercler le lager par les flancs. La poitrine, les vétérans, se massent face au centre pour l'assaut frontal. Les reins, les réserves, attendent derrière pour exploiter toute brèche. Les guerriers chantent en avançant. Leur voix porte loin dans l'air frais du matin. Ils frappent leurs saguets contre leurs boucliers en rythme. Le bruit est assourdissant. C'est destiné à terroriser l'ennemi, ça marche. Dans le lager, certains hommes tremblent. Les enfants pleurent. Prétorius circule entre les positions. Sa voix calme. « Attendez mon ordre. Ne tirez pas avant que je le dise. Visez bien. Pas de gaspillage. » Les Zoulous accélèrent. Ils passent du trot à la course. 300 mètres. 200. 150. On voit maintenant leur visage. Des hommes jeunes pour la plupart, 20 à 30 ans, muscles saillants, regards déterminés. Ils viennent tuer ou mourir. Dans leur culture, la lâcheté au combat est pire que la mort. Un guerrier qui fuit sera exécuté par ses propres camarades. Alors ils chargent sans hésitation. 100 mètres. Les boers peuvent distinguer les détails, les plumes dans les coiffes, les colliers d'os, les peintures de guerre. Les guerriers zoulous portent peu de vêtements. Un pagne en peau de vache, parfois un manteau de fourrure pour les officiers. Ils courent pieds nus. Chacun tient son bouclier ovale dans la main gauche et sa sagaie dans la droite. Certains portent aussi des massues. 50 mètres. Prétorius lève la main. Tous les regards convergent vers lui. Les canonniers ont les mèches allumées prêtes. Les fusiliers ont le doigt sur la détente. L'instant s'étire, interminable. 40 mètres. 30. Feu! Les 4 canons tonnent simultanément. La mitraille, des billes de plomb et des clous, balaye les premiers rangs zoulous. Des dizaines d'hommes s'effondrent d'un coup, fauchés comme des épis, mais les rangs suivants ne s'arrêtent même pas. Ils enjambent les corps et continuent. Les fusils crépitent. 468 armes tirent presque en même temps. Une salve meurtrière frappe la masse des guerriers. Les Zoulous vacillent, mais ne rompent pas. Ces hommes sont des soldats professionnels, entraînés depuis l'enfance. Ils ont affronté la mort 100 fois. Ils continuent à charger. 20 mètres. Ils lancent leurs saguets. Des dizaines de lances volent vers le lager. La plupart se fichent dans le bois des chariots ou dans les branches épineuses. Quelques-unes passent. 3 hommes sont touchés. Blessures superficielles, rien de mortel. Les boers rechargent frénétiquement. Versez la poudre, enfoncez la balle avec la baguette, armez le chien, pointez, tirez. 15 à 20 secondes pour un tireur expérimenté. Mais ils ont organisé le travail en chaîne.
Pendant qu'un homme tire, un autre prépare le fusil suivant. Les femmes tentent les armes rechargées. La cadence atteint 2 coups par minute et par tireur. Les guerriers zoulous atteignent les barricades épineuses. Ils tentent de les franchir. Les épines lacèrent leurs jambes et leurs bras. Le sang coule. Certains parviennent à escalader les branches et à atteindre les chariots. Ils essaient de grimper. Les boers tirent à bout portant. Les corps tombent en arrière. Les canons tirent à nouveau. À cette distance, moins de 10 mètres, l'effet est dévastateur. La mitraille ouvre des trouées sanglantes dans les rangs zoulous. Des hommes sont littéralement déchiquetés. Des bras arrachés, des torses ouverts, des têtes explosées. Le carnage dépasse l'imaginable, mais les Zoulous ne fuient pas. Leur discipline est absolue. Les régiments continuent d'avancer, remplaçant les morts par les rangs suivants. Pendant 1 heure, les vagues d'assaut se succèdent. Les guerriers chargent, meurent, sont remplacés. Le terrain devant le lager devient un abattoir. Les corps s'empilent. Le sang forme des flaques, puis des ruisseaux. Un des Lélas engage ses vétérans au bouclier blanc. Ces hommes ont 40 ans, parfois 50. Ce sont les survivants de dizaines de batailles, les meilleurs guerriers zoulous. Ils attaquent avec une discipline parfaite, formation serrée, abritant leur corps derrière les boucliers. Ils escaladent littéralement les montagnes de cadavres pour atteindre les chariots. Ils meurent sous les balles comme les autres. À l'intérieur du lager, les femmes transportent l'eau pour refroidir les canons surchauffés. Les enfants ramassent les cartouches tombées. Tout le monde participe. L'odeur de la poudre et du sang envahit l'air. La fumée des fusils forme un nuage gris au-dessus du cercle de chariots. Les oreilles sifflent à cause des détonations continues. Les boers ne sont pas des soldats professionnels. Ce sont des fermiers, mais ils se battent pour leurs familles massacrées à Winen, pour Retief torturés à mort, pour leur survie même. Et ils ont fait un vœu à Dieu. Cette combinaison de rage, de désespoir et de foi les transforme en machines implacables. Après 2 heures de combat, les assauts zoulous faiblissent. Les pertes sont catastrophiques. Des milliers de guerriers jonchent le sol. Les régiments sont décimés. Ndlela comprend qu'il ne peut pas percer. Mais Praetorius décide de ne pas se contenter de défendre. Praetorius donne un ordre stupéfiant. Préparer une sortie. Ses hommes le regardent comme s'il était fou. Sortir du lager? Affronter des milliers de guerriers zoulous en terrain découvert. C'est du suicide. Mais Praetorius a compris quelque chose. Les Zoulous sont ébranlés. Leurs formations sont désorganisées par les pertes. Une attaque surprise violente pourrait briser leur morale. Ils sélectionnent 100 cavaliers. Les meilleurs tireurs, les plus braves. Ils vont charger, infliger un maximum de pertes, puis revenir. Opération rapide. Une section du lager est dégagée. Les chevaux, terrifiés par le bruit et l'odeur du sang, hennissent nerveusement. Les cavaliers vérifient leurs armes une dernière fois. Praetorius se place en tête, signale. Les cavaliers émergent du lager au galop. Ils forment une ligne serrée et foncent droit sur les impies. Les Zoulous, surpris, hésitent une seconde. Fatal. Les cavaliers tirent leurs fusils à bout portant dans les rangs ennemis. Puis ils virent, rechargent en galopant, tirent à nouveau. Ils évoluent comme une seule entité, frappant et disparaissant avant que l'ennemi puisse réagir. Cette charge tue plus de 500 guerriers en quelques minutes. C'est le coup final. Les régiments zoulous, démoralisés, commencent à se replier. D'abord lentement, en ordre. Puis la retraite devient déroute. Les guerriers fuient vers les collines. Les cavaliers boers les poursuivent, tirant dans leur dos. C'est un massacre. Praetorius ordonne le cessez-le-feu. Inutile de gaspiller les munitions. La bataille est terminée. Les cavaliers reviennent au lager. Praetorius lui-même n'a qu'une égratignure. Miracle. Les hommes descendent de cheval, hébétés. Ils viennent de survivre à l'impossible. Le champ de bataille est un spectacle d'horreur. 3000 guerriers zoulous gisent morts. Certaines sources parlent de pertes encore plus lourdes. Les corps s'étendent sur des centaines de mètres. Le sang a coulé en telle quantité qu'il atteint la rivière Encombe en rouge. Les survivants l'appelleront désormais Blood River, la rivière de sang. Côté boer, 3 blessés. Aucun mort. Le déséquilibre défie la raison. Comment est-ce possible? La réponse tient en 3 facteurs. D'abord, la supériorité technologique absolue. Des fusils et des canons contre des saguets. Ensuite, la position défensive parfaite. Le lager a multiplié l'efficacité des défenseurs. Enfin, la détermination née du vœu religieux. Les boers croyant combattre pour Dieu. Cette foi leur a donné une force surhumaine. Dans la soirée, le commando se rassemble pour remercier le Seigneur. Sarel Siliers dirige la cérémonie. Les hommes s'agenouillent dans le lager, encore jonché de douille et de sang. Certains pleurent. D'autres restent silencieux en état de choc.
Ils ont accompli l'impensable. 468 fermiers ont vaincu une armée 30 fois supérieure. Et ils n'ont perdu personne. Praetorius ne s'arrête pas. Le lendemain, son commando poursuit les débris de l'armée zoulou. Objectif, Mngungundlovu. Il faut achever Dingaan. Les guerriers en fuite se dispersent dans le bush. Ils ne tentent aucune résistance. L'esprit des impies est brisé. Pour la première fois de leur histoire, les Zoulous ont été écrasés dans une bataille rangée. Dingaan apprend la catastrophe. 15 000 guerriers envoyés, quelques milliers revenus. Ses meilleurs régiments anéantis. Ndlela, son général, a survécu mais la défaite est totale. Le roi comprend que les Boers vont venir pour lui. Il ordonne l'évacuation de Mngungundlovu. Avant de partir, il fait incendier son kraal. Les flammes consument les huttes. La fumée monte vers le ciel. C'est la fin d'une époque. Le 21 décembre 1838, 5 jours après la bataille, les Boers atteignent les ruines de Mngungundlovu. Le site est désert. Les vautours tournent au-dessus de la colline Kwamatiwan. Praetorius ordonne des recherches. Ses hommes grimpent vers le lieu d'exécution. Là, ils trouvent les ossements blanchis par le soleil, les restes de Retief et de ses 70 compagnons. Presque 1 an après le massacre, l'identification est difficile. Les corps ont été dévorés par les charognards. Mais dans les ossements, ils trouvent une sacoche en cuir. À l'intérieur, miraculeusement intact, le traité signé par Dingaan. La preuve de la trahison. Ce document sera précieusement conservé. Il deviendra une relique pour les Afrikaners. Les Boers enterrent les restes dans une tombe commune. Praetorius prononce quelques mots. Ces hommes n'ont pas péri en vain. Leur mort a été vengée. En 1922, un monument sera érigé sur ce site, gravé des noms de toutes les victimes. Dingaan fuit vers le nord. Son demi-frère Mempand se retourne contre lui. Mempand a compris que l'avenir appartient à ceux qui s'alliaient avec les Boers. Il rassemble des guerriers fidèles et, avec l'aide des Voortrekkers, lance une guerre civile. En janvier 1840, à la bataille de Makongke, les forces combinées de Mempand et Praetorius écrasent les derniers régiments de Dingaan. Le roi déchu s'enfuit chez les Swazis. Là, en février 1840, il est assassiné. Les circonstances exactes restent floues. Certains disent que les Swazis l'ont tué pour plaire à Mempand. D'autres qu'il a été exécuté par ses propres hommes. Peu importe, le tyran est mort. Son règne de terreur s'achève dans l'obscurité et la trahison. Mempand est couronné roi des Zoulous le 10 février 1840 à Pietermaritzburg, la nouvelle capitale fondée par les Voortrekkers. La cérémonie est symbolique. C'est Praetorius qui place les insignes royaux sur Mempand. Le message est clair. Le nouveau roi doit son trône aux Boers. En échange, Mempand cède la moitié du Natal aux Voortrekkers. La rivière Tugela devient la frontière. Le royaume zoulou est réduit, mais survive. Les Voortrekkers proclament la République de Natalia. 6 000 colons se répartissent sur un territoire immense allant du Drakensberg à l'océan Indien. Pietermaritzburg devient la capitale, nommée en l'honneur de Piet Retief et Gert Maritz. Le drapeau flotte. 3 bandes horizontales rouges, blanc et bleu, avec une bande verticale verte. Une république libre, indépendante, fondée sur les principes calvinistes. Les Boers tiennent leur promesse à Dieu. Le 16 décembre devient un jour férié sacré. Une église est construite, pas n'importe laquelle, la Voortrekker Church à Pietermaritzburg, dédiée aux vœux. Chaque année, les familles se rassemblent pour commémorer la victoire de Blood River. Les anciens racontent aux enfants comment Dieu a sauvé le peuple élu. Le mythe prend forme, mais le rêve va être de courte durée. Les Britanniques observent avec inquiétude l'établissement de cette république boer. Natalia pourrait devenir un refuge pour les esclaves fugitifs de la colonie du Cap. Pire, elle contrôle Port-Natal, futur Durban, un port stratégique. Londres ne peut tolérer une puissance indépendante dans la région. En mai 1842, un corps expéditionnaire britannique débarque à Port-Natal. Le capitaine Thomas Charlton Smith commande 264 soldats. Les Boers, sous Praetorius, assiègent les Britanniques dans leur camp. Le siège dure 1 mois. Dick King, un colon britannique, chevauche 800 km jusqu'à Grahamstown pour demander des renforts. Une épopée en soi, il parcourt la distance en 10 jours. Les renforts britanniques arrivent en juin. Praetorius comprend qu'il ne peut gagner une guerre contre l'Empire. Les Voortrekkers n'ont ni l'artillerie ni les munitions pour un conflit prolongé. Après quelques escarmouches, ils se retirent. En 1843, le Natal est annexé par la couronne britannique. La République de Natalia cesse d'exister après seulement 4 ans. Les Boers sont trahis une fois de plus.
Ils avaient vaincu les Zoulous, fondé leur république, tenu leurs vœux. Et voilà que les Britanniques leur arrachent tout. La frustration est immense. Beaucoup décident de repartir. Ils chargent leurs chariots et remontent vers le Transvaal et l'État libre d'Orange. Là-bas, loin de la côte, ils espèrent enfin vivre en paix. Praetorius lui-même part au Transvaal. Il fondera Pretoria, qui deviendra la capitale de la République sud-africaine. Cette fois, les Britanniques laisseront les Boers tranquilles, jusqu'à la découverte de l'or dans les années 1880. Mais ça, c'est une autre histoire sanglante, où un Blood River devient le mythe fondateur du nationalisme afrikaneur. Pendant plus d'un siècle, le 16 décembre est célébré comme le jour du 5e œuf, puis le jour de l'Alliance. Des monuments sont érigés. Le plus impressionnant, le Voortrekker monument à Pretoria, inauguré en 1949. Une structure massive de granit qui domine la ville. À l'intérieur, une frise sculptée raconte le grand trek et la bataille de Blood River. Un rayon de soleil pénètre par une ouverture dans le dôme et illumine un cénotaphe, le 16 décembre à midi pile. Symbolisme puissant. Les Afrikaners voient dans Blood River la preuve de leur destinée divine. Dieu les a sauvés contre des forces écrasantes. Il leur a donné l'Afrique du Sud. Cette conviction justifiera par la suite des politiques de ségrégation raciale. Si Dieu a voulu que les Blancs dominent, qui sont les hommes pour contester? Le vœu de Blood River sera invoqué pour légitimer l'apartheid. Mais les Zoulous ont leur propre interprétation. Pour eux, Blood River n'est pas une défaite définitive, mais un rappel des dangers des armes à feu. 40 ans plus tard, en 1879, lors de la guerre anglo-zoulou, les guerriers zoulous prendront leur revanche à Isandlwana. Le 22 janvier 1879, 20 000 Zoulous écrasent 1300 soldats britanniques dans l'une des pires défaites militaires de l'Empire. Cette fois, les fusils ne suffisent pas. Les Zoulous adaptent leur tactique, attaquent de nuit, utilisent le terrain. Ils prouvent qu'ils peuvent vaincre même des ennemis mieux armés. Blood River reste aussi une énigme tactique. Comment 468 hommes ont-ils pu vaincre 15 000 guerriers? Les historiens militaires étudient encore cette bataille. Le lager a joué un rôle crucial, certes, mais d'autres facteurs entrent en jeu. La discipline des Boers, leur cadence de tir, l'utilisation judicieuse de l'artillerie, le choix du terrain, la charge de cavalerie au moment psychologique parfait. Praetorius était un tacticien brillant. Certains critiques minimisent la victoire. Ils notent que les Zoulous combattaient avec des armes de l'âge de pierre contre des fusils. Pas de mérite à gagner dans ces conditions. Mais cet argument ignore la réalité. Les Zoulous avaient écrasé de nombreux adversaires armés de fusils. Les Britanniques eux-mêmes, avec leur armement supérieur, perdront à Isandlwana. Non, Blood River était une victoire tactique remarquable, indépendamment de la technologie. D'autres soulignent le coût humain. 3000 morts Zoulous pour 3 blessés Boers. C'est un massacre, pas une bataille. Et ils ont raison. Blood River était un abattoir à sens unique. La rivière teinte de sang, les montagnes de cadavres, les guerriers fauchés par salve, c'était une boucherie industrielle appliquée à la guerre tribale. En 1994, l'Afrique du Sud abolit l'apartheid. Nelson Mandela devient président. Le nouveau gouvernement doit gérer l'héritage complexe du pays. Comment traiter Blood River? Pour les Blancs, c'est un jour sacré. Pour les Noirs, un rappel de la domination coloniale. La solution? Transformer le 16 décembre en jour de la réconciliation. Le symbolisme est puissant. Le jour où les Boers ont vaincu les Zoulous devient celui où toutes les races doivent se réconcilier. Plus de célébration de la supériorité d'un groupe. Plus d'invocation de la destinée divine pour justifier la ségrégation. Juste la reconnaissance que tous les Sud-Africains partagent une histoire complexe et douloureuse. Cette transformation ne plaît pas à tout le monde. Certains afrikaners conservateurs continuent de célébrer le jour du 5e œuf en privé. Ils voient dans l'abandon du nom original une trahison de leur héritage. D'autres accueillent favorablement le changement. Ils reconnaissent que Blood River était une victoire militaire mais aussi le début d'un cycle de violence raciale qui a empoisonné le pays pendant un siècle et demi. Le site de la bataille est devenu un lieu de mémoire double. D'un côté, le monument Boer avec ses chariots en bronze formant le lager. De l'autre, un monument zoulou érigé plus tard. Les deux commémorent les morts de leurs camps respectifs. Les visiteurs peuvent voir les deux perspectives. C'est une tentative de réconciliation symbolique. Des descendants de combattants des deux camps se réunissent parfois sur le site. Des Afrikaners dont les ancêtres ont combattu dans le lager. Des Zoulous dont les arrière-grands-pères ont chargé contre les chariots. Ils prient ensemble.
Ils reconnaissent la souffrance mutuelle. C'est émouvant et fragile, mais la réconciliation réelle reste difficile. Les inégalités économiques héritées de l'apartheid persistent. Les ressentiments couvent. Blood River symbolise ces tensions non résolues. C'était une victoire pour les uns, un traumatisme pour les autres. Comment construire une nation unie sur de telles fondations divisées? Que nous enseigne vraiment cette bataille? D'abord, que la technologie militaire peut créer des asymétries catastrophiques. Les Zoulous étaient des guerriers d'élite. Leur courage et leur discipline étaient exceptionnels. Mais leurs saguets ne pouvaient rien contre des fusils et des canons. Cette leçon sera réapprise constamment au XIXe siècle lorsque les armées européennes coloniseront l'Afrique avec une facilité déconcertante. Ensuite, que la stratégie et la tactique comptent autant que les armes. Podghitherewe s'avèrent des fusils, mais ont été vaincus à Italeni. Praetorius, avec les mêmes armes, a remporté une victoire écrasante à Blood River. La différence? Le choix du terrain, la préparation défensive, la discipline. Le génie tactique peut multiplier la puissance d'une force. Mais Blood River nous enseigne aussi les dangers de la conviction religieuse en guerre. Le vœu a donné aux Boers la force de vaincre. Mais il a aussi créé un mythe de supériorité divine qui justifiera des décennies d'oppression. Quand on croit que Dieu est de son côté, on justifie l'injustifiable. Le vœu sacré est devenu une malédiction pour ceux qui n'étaient pas du bon côté de la barricade. L'histoire de Blood River est aussi celle de l'hybris. Dingaan pensait pouvoir éliminer les Voortrekkers par la trahison et la force brute. Il a sous-estimé la détermination et les capacités de ses adversaires. Cette erreur lui a coûté son royaume et sa vie. L'arrogance face à un ennemi inconnu est toujours dangereuse. Enfin, Blood River montre comment les traumatismes historiques façonnent les identités nationales. Pour les Afrikaners, cette bataille est devenue un élément central de leur conscience collective. Elle prouve leur courage, leur foi, leur droit à exister en Afrique. Pour les Zoulous, elle représente le début de la perte de leur indépendance. Ces mémoires collectives divergentes alimentent les tensions jusqu'à aujourd'hui. La rivière Nkom coule toujours paisiblement dans le nord du KwaZulu-Natal. Les hippopotames barbotent dans ses bassins profonds. Les oiseaux chantent dans les arbres riverains. Rien n'indique qu'ici, un matin de décembre 1838, 3000 hommes sont morts en quelques heures. Les chariots en bronze du monument brillent au soleil. Des touristes prennent des photos. Des écoliers écoutent leurs professeurs raconter la bataille. Certains descendent jusqu'à la rivière et regardent l'eau claire. Difficile d'imaginer qu'elle était rouge de sang. Blood River n'était qu'une bataille dans une longue série de conflits qui ont déchiré l'Afrique australe. Avant, les guerres de Chaka, le Mfecane, les massacres tribaux. Après, les guerres anglo-boères, l'apartheid, la lutte de libération. La violence engendre la violence. Les traumatismes non guéris empoisonnent les générations futures. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud tente de transcender cet héritage sanglant. Le jour de la réconciliation cherche à construire des ponts là où Blood River avait creusé des fossés. C'est un travail difficile, inachevé. Les cicatrices du passé restent profondes, mais peut-être y a-t-il de l'espoir. Quand des descendants des combattants de Blood River se réunissent et prient ensemble, quelque chose change. Quand des historiens des deux camps analysent objectivement la bataille, reconnaissant le courage et la souffrance de chacun, la guérison devient possible. Blood River était le massacre qui a changé l'Afrique du Sud. Il a démontré que la supériorité technologique pouvait créer des victoires écrasantes. Il a forgé le mythe fondateur du nationalisme afrikaner. Il a humilié le royaume zoulou et précipité sa chute. Il a établi une république boère éphémère et il a planté les graines de conflits raciaux qui dureront plus d'un siècle. Cette bataille de 4 heures sur les rives d'une petite rivière a résonné à travers les décennies. Elle a façonné des identités, justifié des politiques, inspiré des monuments. Elle reste gravée dans la mémoire collective de millions de Sud-Africains. Et peut-être est-ce là la leçon finale de Blood River. L'histoire ne meurt jamais. Elle vit dans nos mémoires, nos mythes, nos traumatismes. Elle influence le présent même quand nous croyons l'avoir surmonté. Comprendre Blood River dans toute sa complexité, sans héroïsation ni diabolisation, est essentiel pour comprendre l'Afrique du Sud moderne. Ce matin de décembre 1838, quand le soleil s'est levé sur la rivière Nkom, personne ne pouvait imaginer les conséquences de ce qui allait se passer. 468 fermiers allaient défier l'impossible et gagner. 3000 guerriers allaient mourir pour rien. Un roi allait perdre son trône. Une nation allait naître et mourir en 4 ans. Un mythe
allait s'enraciner pour des générations. Blood River, où le sang a coulé et où l'histoire s'est écrite dans la violence. Un rappel que les batailles ne résolvent pas les conflits profonds. Elles ne font que les transformer en nouvelles formes de violence. Seule la véritable réconciliation, celle qui reconnaît la souffrance de tous, celle qui refuse les mythes simplistes de supériorité, peut briser le cycle. La rivière continue de couler. L'histoire attend toujours sa vraie conclusion.